Encore un immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Un plateau aujourd'hui spécialement consacré à la jeunesse ou bien aux jeunes africains. En effet, il sera question de parler de jeunesse et de COP28, mais également de contribution des jeunes à la résilience des communautés face au changement climatique. En effet, la 28e réunion annuelle des Nations Unies sur le climat, communément appelée COP28, se tient à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre prochain. Différents points seront discutés à l'occasion de cette COP28, à savoir l'accélération du passage des sources d'énergie propre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant 2030, le transfert des fonds destinés à l'action climatique des pays riches vers les pays pauvres et travailler sur un nouvel accord pour les pays en développement, mettre l'accent également sur la nature et les populations et faire de la COP28 la conférence la plus inclusive jamais organisée. À cette occasion, les jeunes engagés pour le climat ne comptent pas être en reste et veulent jouer un rôle déterminant à Dubaï. Quels enjeux d'une participation significative de la jeunesse à la COP de Dubaï? Comment faire entendre la voix des jeunes à la COP28? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler également de changement climatique qui touche aujourd'hui beaucoup de pays, ou bien la plupart des pays en tout cas, à travers le monde. Mais le continent africain est l'une des régions les plus vulnérables à ces impacts. Face à cela, à côté des mesures déployées par les autorités publiques et leurs partenaires, les communautés impactées s'organisent aussi à leur niveau pour faire face aux effets du changement climatique, une résilience souvent soutenue par des jeunes engagés à leur côté en qualité de volontaires, ce qui fait de cette jeunesse des partenaires clés pour la résilience au changement climatique. Quelle contribution des jeunes à cette résilience? Comment faire du volontariat des jeunes un moyen efficace de construction d'une génération éco-citoyenne? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Maguette Ndiaye, vous êtes coordinateur du comité des alumni de la Fondation Mastercard. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Un autre jeune également, M. Abdou Koli, coordonnateur de programme Accord Africa Sénégal, également point focal de la LCOI. Merci également, M. Koli, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Et je reste avec vous d'ailleurs, M. Koli, la COP28 qui est prévue du 30 novembre au 12 décembre prochain. Déjà, comment se passe à votre niveau les préparatifs des jeunes à cette importante rencontre internationale sur le climat? Au niveau local, déjà avant donc la préparation de la COP, nous travaillons beaucoup au niveau local avec sur les questions de changement climatique. Et nous, en tant que coordinateur de la LCOI, nous coordonnons ensemble avec le comité de coordination, nous coordonnons et nous facilitons donc la participation des jeunes au niveau de la COI 18, donc qui est qui est une conférence juste avant la pré-COP, et nous facilitons aussi la participation. Je rappelle qu'il y a une conférence locale des jeunes sur le climat qui est tenue dans différents pays. Effectivement, qui est tenue dans différents pays, la conférence locale des jeunes, et donc nous facilitons donc les jeunes à participer à la conférence des jeunes pour la pré-COP, et nous facilitons aussi l'accès au niveau donc de la COP 28. Donc notre travail en amont, donc c'est juste de faciliter les jeunes, comme je le disais tantôt, pour leur participation à la COP. Et si on reste avec ces jeunes dont vous parlez, on constate de plus en plus aujourd'hui un engagement croissant de ces jeunes-là, surtout sur le plan communautaire et même pour la préservation de l'environnement et du climat. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cet engagement croissant des jeunes pour le volontariat et pour l'engagement communautaire? Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits, donc, je dirais, sur l'engagement des jeunes sur le volontariat d'abord en général, parce qu'on a constaté aujourd'hui que les jeunes tendent vers donc, ce service communautaire qu'ils rendent au niveau pour les populations. Et nous sommes très satisfaits parce qu'avec Core Africa Sénégal, donc, dans l'organisation où je travaille, donc nous recrutons des jeunes volontaires pour servir dans les communautés. Et juste pour donner une information, donc l'année dernière, nous avons reçu plus de 1000 candidatures donc, pour vouloir servir au niveau communautaire. Donc cet engagement déjà des jeunes à
vouloir servir en tant que volontaire, c'est à saluer. Et nous sommes très satisfaits donc, de cette mentalité des jeunes à vouloir servir les communautés. Et sur le point climatique, nous avons aussi constaté que beaucoup de jeunes tendent à comprendre maintenant les enjeux climatiques et aussi donc pour vous le dire, ce n'est plus un secret pour personne. La Terre se réchauffe, les changements climatiques se ressentent et les jeunes sont conscients de cela. Les jeunes commencent à comprendre cette problématique et commencent à prendre des initiatives au niveau local, dans les communautés locales, des initiatives qui apportent donc des solutions à ce changement climatique. Et on essaiera de discuter tout à l'heure également de l'impact qu'auront ces solutions-là aujourd'hui proposées par les jeunes au niveau local pour faire face aux effets de ce changement climatique. Et M. Ndiaye, Coly l'a dit tout à l'heure, plus de 1000 candidatures reçues cette année pour s'engager, en tout cas 1000 candidatures de jeunes pour être des volontaires au service des communautés. Selon vous, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cet engouement des jeunes pour l'engagement vers le volontariat ou bien pour l'engagement communautaire? Ceci est déjà une satisfaction. Parce que cela confirme un peu l'engagement de la jeunesse et le patriotisme de la jeunesse qui a été démontré avec ce nombre assez important. Et ceci montre encore une fois que la jeunesse voudrait ne pas seulement être un spectateur, mais plutôt être un acteur du développement. Et ceci se confirme à travers cette participation massive et cette envie de vouloir faire quelque chose pour leur pays. C'est une question de redevabilité citoyenne que la jeunesse de notre pays est en train de démontrer et cet engagement le démontre. D'ailleurs, c'est ce qui explique ce nombre assez important. Et voilà. Et pendant 3 jours, une vingtaine de dirigeants et responsables d'Afrique, dont le chef de l'ONU, Antonio Guterres, se sont réunis au Kenya à l'occasion du premier sommet africain sur le climat. Déjà, que pensez-vous aujourd'hui de cette initiative-là, tenir un premier sommet africain sur le climat et de la déclaration qui est sortie de ce sommet, à savoir la déclaration de Nairobi qui constitue la vision commune aujourd'hui des pays africains en vue de la COP28. C'est un plaisir déjà de voir que l'Afrique est impliquée à ce niveau. Et quand on voit la valeur qui est donnée aux jeunes, ceci nous réconforte en tant que jeunes aussi. Parce que l'on voit de plus en plus que la jeunesse est au cœur du développement, mais aussi la jeunesse devrait être impliquée parce que c'est une situation où la jeunesse doit jouer un rôle assez important. Et aujourd'hui, quand on voit la déclaration et quand on voit la valeur et bien évidemment le pouvoir qui est donné à la voix des jeunes, on voit de plus en plus cet aspect d'inclusion qui est assez important parce qu'auparavant les jeunes n'étaient pas assez impliqués et aujourd'hui on voit que les jeunes sont assez impliqués et voilà, ceci nous réconforte en tant que jeunes et nous montre davantage que nous avons vraiment à contribuer pour cette lutte contre les changements climatiques. Et si on reste sur la déclaration de Nairobi, Coly, aujourd'hui, trouvez-vous ou estimez-vous aujourd'hui que les jeunes étaient suffisamment impliqués aujourd'hui à l'occasion de ce premier sommet africain sur le climat ou comment jugez-vous en tout cas la participation des jeunes à l'occasion de ce sommet africain sur le climat qui s'est tenu à Nairobi au Kenya? Oui, je pense qu'il y a eu un très grand effort qui a été fait sur la participation des jeunes au niveau des sommets climatiques. Et à travers donc, cette plateforme de jeunes, je disais ce réseau de jeunes qui a été créé sous le nom de Yango, qui prend l'égide donc des jeunes sur les négociations et aussi tous les événements organisés par l'ONU sur les changements climatiques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un très grand effort, que les jeunes participent aujourd'hui dans ces événements, mais je pense qu'il doit y avoir encore beaucoup plus de communication, surtout au niveau local, pour les communautés locales, que les jeunes au niveau local puissent porter aussi leur voix, parce qu'eux aussi sont en train de faire des activités et qu'eux aussi puissent avoir donc cette opportunité de porter leur voix, cette opportunité de partager ce qu'ils font, les initiatives qu'ils font dans les communautés au niveau international et pourquoi pas participer à ce sommet climatique. Et c'est d'ailleurs présentement l'un des combats en tout cas que mènent les communautés. De plus en plus, la plupart de ces communautés impactées par les changements climatiques veulent elles-mêmes aller au COP et parler de leurs propres problèmes. Aujourd'hui, comment selon vous arriver à ce que les jeunes de ces communautés, tout comme aujourd'hui vous jeunes volontaires ou bien vous engagés au service de la communauté, comment aujourd'hui amener ces communautés ou bien ces jeunes issus de ces communautés à aller aujourd'hui porter leur voix au niveau de ces conférences internationales ou bien même de ces conférences africaines comme le sommet africain sur le climat?
En effet, ce serait l'idéal que ces jeunes communautaires puissent participer à ces conférences. Mais je pense qu'on donne aussi aux jeunes des communautés locales de participer à des conférences locales comme la LCOIC dont je disais tantôt. C'est un début où les jeunes peuvent partager leurs initiatives et le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Mais néanmoins, ils doivent avoir cette opportunité de partir au niveau des sommets, des sommets internationaux, donc pour partager donc, leurs initiatives. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous facilitons, parce que cette année, il y a quelques jeunes qui sont déjà accrédités pour la conférence des jeunes au niveau de Dubaï, la pré-COP. Et donc nous facilitons, nous sommes en train de voir donc, des partenaires pour pouvoir faciliter donc, leur participation au niveau de ces COP, parce que c'est très important pour que ces jeunes puissent participer, puissent porter leur voix pour les communautés, pour les différents pays. Aujourd'hui, quel impact de cette participation des jeunes, Maguette, selon vous, quel impact pourrait avoir cette participation des jeunes à la pré-COP aujourd'hui en vue de cette COP 28? D'abord, c'est déjà une valorisation de la voix des jeunes. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, au début, il n'y avait pas cet aspect d'inclusion totale des jeunes. Et la jeunesse, dans sa globalité, sentait peut-être une limite par rapport à leur implication. Et en ce moment, les jeunes étaient comme des spectateurs. Et au moment où il y a peut-être ce changement-là et que les jeunes sont de plus en plus responsabilisés, voilà, ceci amène un peu une action qui est beaucoup plus pertinente. Et voilà, et nous allons voir le résultat à travers l'impact et à travers aussi la valorisation des acquis que les jeunes sont en train de faire aujourd'hui. Parce que peut-être la plupart des gens ne le connaissent pas, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises et d'être carrément soutenues par les jeunes. Et des initiatives qui donnent également de plus en plus des résultats. Et tout à l'heure, Abdou Koli a parlé aujourd'hui de Yango. Nous restons avec des initiatives du genre, convoquées sous les auspices de la toute première stratégie des Nations Unies pour la jeunesse à l'échelle du système YOF 2030. Le groupe consultatif de la jeunesse sert de mécanisme permettant au secrétaire général de l'ONU d'entendre directement les jeunes, c'est-à-dire les propositions des jeunes aujourd'hui par rapport au climat. Que pensez-vous aujourd'hui de la mise sur pied de tels organismes comme le groupe consultatif des jeunes sur le climat? C'est une belle initiative qui va tout d'abord faciliter le travail des jeunes. Comment? Parce que si on essaie de les organiser au préalable, ceci va jouer même sur l'impact que ces organisations-là vont apporter. Parce qu'aujourd'hui, si on essaie de mutualiser les forces et essayer un peu de regrouper tout ce qu'on a comme acquis, ceci va faciliter et va encore beaucoup plus augmenter l'impact si on essaie de le comparer à ce qui se faisait auparavant. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'organisations de jeunes, il y a beaucoup d'associations, mais on parle tous du même problème, de la même problématique, mais le traitement est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'il y en a de trop. Maintenant, aujourd'hui, cette initiative est un moyen, une opportunité. Aujourd'hui, est-ce que mettre ensemble ou bien faire une synergie de la plupart de ces actions ou de ces organisations ne pourrait pas permettre aux jeunes d'avoir plus d'impact? Effectivement, et c'est le but réalisé même. D'ailleurs, c'est là d'où je voulais en venir. Si on arrive aujourd'hui à mutualiser toutes ces forces-là, à essayer de tout faire, d'unir toutes ces forces-là, ceci va créer beaucoup plus d'impact. Et l'impact va se ressentir sur la base des actions concrètes qui vont se faire, parce que la voix des jeunes sera entendue. Et en ce moment-là, ceci va non seulement augmenter l'impact, mais aussi va permettre d'impliquer les jeunes dès le début. Parce que la jeunesse, c'est ce qui se fait au début et à la fin. La jeunesse est au début et à la fin de tout le processus, parce que les jeunes d'aujourd'hui vont être les décideurs de demain. Donc, si on essaie de les impliquer dès maintenant, ceci est une belle opportunité. Et cela facilitera également les choses dans la prise de décision. Et pour ce qui est du groupe consultatif de la jeunesse pour le climat, je rappelle que le bureau actuel aujourd'hui a pris fonction depuis le 16 mars 2023 pour un mandat de 2 ans. Et une Africaine également figure dans ce groupe. Il s'agit de la Gambienne Fatou Dieng, qui est fondatrice
fondatrice aujourd'hui de Clean Up Gambia, fondée en 2017. Et Abdou, j'en viens à vous. Vous êtes le point focal de la LCOI. La LCOI, c'est la conférence locale officielle des jeunes sur le climat. À votre niveau, comment se passe l'accompagnement des jeunes dans les négociations intergouvernementales sur le climat? Vous parliez tout à l'heure d'actions, en tout cas, que vous êtes en train de mener pour faire participer les jeunes à la pré-COP. Comment se passe déjà leur préparation, surtout pour ce qui est des négociations climatiques? Pour les négociations climatiques, d'abord, on commence ici. Donc, les conférences locales, ce qu'on fait, c'est d'amener les jeunes à comprendre comment est-ce que d'abord se font les négociations au niveau international, au niveau des conférences. Donc la conférence locale, l'objectif c'est de faire comprendre aux jeunes, faire des simulations de COP, qu'ils comprennent comment se font les négociations et qu'arriver au niveau de la conférence de la COP, qu'ils puissent prendre la parole et qu'ils puissent s'exprimer. Donc nous préparons les jeunes à pouvoir prendre la parole, nous préparons les jeunes à pouvoir lever la voix donc, au niveau international que les gens puissent comprendre donc, les initiatives qui sont prises au niveau local. Et la LCOI aujourd'hui réunit des jeunes de tout le pays en collaboration aujourd'hui pour un brainstorming, la rédaction de propositions politiques succinctes comme vous l'avez dit tout à l'heure. Quelles sont souvent aujourd'hui les différentes propositions qui sont faites aux autorités publiques et aux décideurs aujourd'hui? Et à l'issue de ce brainstorming ou de cette préparation des jeunes, quelles sont les différentes propositions qui en sont issues et qui sont faites aux autorités publiques et aux décideurs? En effet, après une discussion, après des sessions parallèles avec les jeunes pour des propositions, les jeunes sortent des initiatives et des engagements qu'ils prennent au niveau local. Donc, ces jeunes lèvent la voix, ils donnent des initiatives qu'ils font dans les communautés. Par exemple, je donne l'exemple, ils donnent un plan d'action en fait, un plan d'action pour les jeunes au niveau local, au niveau communautaire, où les jeunes disent qu'est-ce qu'ils veulent faire en effet. Par exemple, je donne l'exemple donc de la reforestation, du reboisement. Les jeunes, par exemple, prennent un exemple, je donne juste l'exemple d'une communauté, par exemple Ziguinchor. Ils se disent que sur un délai de 1 mois, nous nous engageons à planter 1000 arbres dans cette communauté. Parce que peut-être par exemple, ils ont remarqué que dans cette communauté, il y avait une verdure, maintenant cette verdure n'est plus. Donc ce sont ces engagements que l'on présente aux autorités locales pour leur dire que nous déjà, nous prenons des initiatives. Maintenant, c'est à vous, en tant qu'autorité locale, en tant qu'autorité gouvernementale, de faciliter donc, ces initiatives et de prendre des mesures où il n'y aura plus donc, de gaspillage ou bien il n'y aura plus de... Et comment ces engagements sont reçus par ces décideurs et autres autorités locales? Nous sommes assez perplexes parce qu'aujourd'hui, notre souhait serait que les gouvernants puissent prendre en compte toutes les initiatives que nous portons vers eux. Nous pensons que ça peut être en allant vers les mois à venir ou bien en fonction donc, de ces conférences que nous faisons des jeunes. Nous pensons que ça pourra avoir un impact au niveau gouvernemental. Il n'y a pas encore une très grande satisfaction de la part des gouvernants sur les initiatives que nous portons ou bien sur des mesures à prendre au niveau local ou bien au niveau national. Mais nous pensons que les initiatives que nous portons, nous pensons que les actes que nous posons sur le terrain vont impacter aujourd'hui et vont donner idée aussi pour ces autorités pour réagir également, soutenir ce genre d'initiatives. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple du reboisement. Aujourd'hui, qu'en est-il du suivi par rapport à ces actions que vous menez aujourd'hui dans les différentes communautés, que ce soit le reboisement, que ce soit d'autres actions? Qu'en est-il du suivi aujourd'hui? Je vais juste donner l'exemple des volontaires de Corps Africa Sénégal, donc je vais juste ajouter que l'année dernière, les volontaires de la cohorte 6, que je salue, la cohorte de l'excellence, ils ont reboisé plus de 4,5 hectares au niveau de mangroves à Joal, et ça a été un exploit pour eux. Donc ce suivi est géré par eux parce que les volontaires ils sont au niveau local et à chaque fois quand ils vont dans une communauté, ils créent un comité local et ce sera ce comité donc de faire le suivi donc, de ces activités qui sont mises parce qu'on pense que s'il n'y a pas de suivi, le travail qui a été fait donc n'a pas son sens d'être parce que cela ne va plus avoir un impact. Donc à chaque fois dans les communautés, il y a des comités locaux qui sont mis en point
pour assurer le suivi. Donc en quelque sorte, c'est un travail qui est fait au service des communautés avec l'implication et le suivi aussi fait par les communautés également. Et j'en viens à vous, Magatte. Quels sont les enjeux selon vous d'une participation significative des jeunes à la COP 28? Pourquoi aujourd'hui on doit avoir une participation significative des jeunes à cette COP de Dubaï qui est la COP 28? D'accord. Une participation significative. Pourquoi? Parce que la jeunesse doit assurer la relève. Et aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons une responsabilité parce que nous sommes obligés de gérer pour demain. Donc, ceci étant, montre que nous avons un rôle assez important parce que si la jeunesse n'est pas impliquée dès le début, qui va gérer le futur? C'est ça la grande question. Aujourd'hui, il y a une pré-COP qui est prévue avant cette COP 28, qui est la conférence aujourd'hui aussi des jeunes, ce qu'on appelle la COP des jeunes qui se tient avant la COP 28. Comment aujourd'hui, à cette occasion, on pourrait mieux faire entendre la voix des jeunes et peut-être même impacter les décisions qui seront issues de la grande COP? Je voudrais seulement revenir sur quelque chose. En quelque sorte, c'est même l'origine de ces conférences de jeunes. Parce que M. Colli l'a dit tout à l'heure, nous sommes en train d'organiser les conférences locales. Alors, après ces conférences locales, il y aura des déclarations qui sont faites. Maintenant, à travers ces déclarations-là, dans chaque pays, il y aura une déclaration. Et après, nous allons essayer de prendre en compte toutes ces déclarations-là. Et c'est au moment de cette conférence de jeunesse que nous allons dire que ça, c'est la déclaration des jeunes, en prenant en compte la déclaration de chaque pays. Comme ce qui se fait au Sénégal, ça se fait au Kenya, ça se fait dans les autres pays. Donc, comment harmoniser aujourd'hui ces différentes déclarations à l'issue de cette COP des jeunes? D'accord. C'est d'ailleurs même l'origine de l'existence de cette organisation Yango qui essaie en quelque sorte d'harmoniser avec ce qui se fait dans les pays et essayer de voir comment faire entendre une seule voix de la jeunesse pour dire que cette conférence-là, ou bien pour dire que cette déclaration-là, c'est la déclaration de la jeunesse lors de cette conférence. D'ailleurs, c'est le nom même, c'est l'origine même du nom COI 18, Conference of Youth, ce qui montre la conférence de la jeunesse qui essaie un peu de rassembler toutes les déclarations locales qui ont été faites et essayer de le mettre en un message pour montrer que ça, c'est la déclaration de la jeunesse lors de cette conférence. Et on reste avec les jeunes et leurs déclarations. Colli, vous êtes aussi le coordonnateur vous êtes un coordonnateur de programme plutôt à Core Africa Sénégal. Au niveau de votre organisation, quels sont les différents programmes aujourd'hui menés dans le domaine de l'environnement et plus particulièrement qui touchent au changement climatique? C'est un point qui nous touche vraiment parce que Core Africa déjà a beaucoup d'initiatives de programmes sur lesquels nous travaillons. Mais sur l'environnement, nous travaillons spécifiquement sur un programme qu'on appelle Core Africa Green. Et Core Africa Green a pour objectif donc, de travailler sur tous les aspects climatiques donc, au niveau continental, vu que Core Africa est dans beaucoup de pays africains. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives de jeunes, de nos jeunes volontaires qui sont pris au niveau communautaire. J'ai déjà donné l'exemple des reboisements, mais il y a un aspect, parce que nous travaillons beaucoup avec les enfants aussi, c'est un aspect que je voulais vraiment parler, donc de l'éducation environnementale, parce que Maguette l'a dit tantôt. Comment se passe aujourd'hui cette éducation environnementale pour les enfants? Voilà, donc je disais que, M. Ndiaye le disait tantôt, les jeunes d'aujourd'hui, c'est eux qui doivent être les décideurs de demain. Mais les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui doivent être les ambassadeurs, les ambassadeurs de demain. Donc cette éducation environnementale, nous commençons cette éducation au niveau communautaire, à la base, dans les écoles, que les enfants puissent comprendre donc, les enjeux climatiques aujourd'hui, que les enfants puissent comprendre ce problème que nous rencontrons, qu'ils puissent porter ce combat dès bas âge pour qu'eux aussi, s'ils comprennent l'aspect, ils pourront prendre des initiatives quand ils seront des jeunes. Et comment aujourd'hui, au niveau des écoles et des différentes communautés où vous déroulez ce genre de programme, comment aujourd'hui les enfants et leurs parents perçoivent cela? Nous sommes très satisfaits de cela parce que les enfants arrivent à comprendre cela. Déjà, je donne l'exemple d'une école à Ziguinchor. Je vais donner son exemple, M. Ndiaye, quand il était volontaire de Core Africa Sénégal. Il a facilité un projet de poubelle où il a initié aux jeunes donc, de fabriquer des poubelles
parce qu'il a trouvé que dans sa communauté, au niveau de l'école, il y avait beaucoup de déchets. Et donc il a initié les enfants. Les enfants étaient contents de voir qu'avec des ressources communautaires, avec des choses qu'ils voient tout le temps, ils peuvent créer des poubelles qu'eux-mêmes ils peuvent utiliser au niveau de l'école. C'est déjà, ils mettent en valeur les ressources communautaires et ils mettent en valeur la créativité des enfants, parce que les enfants aussi créent, ils voient, ils disent que ça on peut le créer, on peut faire ça comme on veut. Donc ça suscite les enfants à s'intéresser beaucoup plus sur les changements climatiques. Une façon de sensibiliser autant pour moi davantage cette couche que représentent les enfants à des bonnes pratiques pour préserver leur cadre de vie et leur environnement immédiat. En seconde partie du débrief, il sera question également de rester avec les jeunes et pour parler d'une autre thématique, à savoir la contribution des jeunes dans la résilience des communautés face au changement climatique. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Maguette Ndiaye, dites-moi, que pensez-vous aujourd'hui de l'engagement des communautés africaines dans la préservation aujourd'hui de leur cadre de vie? De plus en plus, on voit qu'ils sont en train de dérouler leurs propres actions aujourd'hui pour préserver leur environnement, préserver leur cadre de vie. Ceci me permet de rebondir un peu sur mon expérience personnelle, parce que je suis alumni de Corps Africa Sénégal, mais je suis alumni de Corps Africa Rwanda, et je peux partager peut-être l'expérience du Rwanda, qui est un éloquent témoignage, parce que les communautés s'organisent pour essayer au moins de faire pour chaque dernier samedi de chaque mois une activité de nettoyage. Par exemple, entre 7h du matin et 11h, il n'y a pas de voiture qui passe, il n'y a rien, toutes les activités sont en pause, et dans tout le pays, ils respectent cela. Ils essaient de nettoyer, ils essaient de faire des activités communautaires, peut-être construire une école, ou bien construire une maison, ou bien aider un membre de la communauté. Mais chaque communauté essaie de faire quelque chose pour sa localité. Donc ceci est une des initiatives locales et des initiatives communautaires que ces communautés africaines sont en train de prendre. Et même au Sénégal aussi en particulier, il y a d'autres initiatives qui sont en train d'être prises au niveau local pour un peu marquer notre empreinte. Et les volontaires de Corps Africa jouent un rôle exceptionnel par rapport à cela, parce qu'ils organisent beaucoup d'activités allant dans ce sens, des activités de nettoyage de leur cadre de vie, des activités de reboisement et d'autres initiatives qu'on pourrait citer. Et en tant que volontaire au Rwanda aujourd'hui, à quoi consistait en tout cas le projet que vous avez eu à dérouler au sein de la communauté dans laquelle vous étiez? D'accord, j'avais facilité un projet d'élevage de moutons pour 72 femmes de ma communauté, mais au-delà même de ce projet, il y avait eu des projets secondaires tels que l'aménagement d'un lit de pépinière d'une capacité de plus de 13 000 plantes fruitières qui ont été facilitées avec les femmes de ma communauté. Et voilà, ce sont ces initiatives-là. Il y a aussi d'autres initiatives, par exemple les centres de saponification et d'autres activités qu'on a eu à faciliter durant ce service au Rwanda. Et Koli, comment renforcer plutôt la résilience des jeunes et des femmes aujourd'hui pour faire face aux effets du changement climatique, puisque ce sont souvent les couches les plus vulnérables à ces effets? Eh bien, je pense que les communautés locales sont très résilientes déjà. Parce que je vais dire ce que notre ancien directeur disait tout le temps. Quand vous allez dans une communauté, que vous trouvez que les communautés vivent ici pendant plus de 100 ans, c'est parce qu'ils sont résilients. Donc ils connaissent déjà sur quel aspect ils vivent, ils savent quels sont les risques à prendre dans leur communauté. Donc ils sont résilients, mais l'apport des volontaires au niveau communautaire apporte aussi un autre aspect de résilience, une innovation sur la résilience des communautés au niveau local. Et je voudrais juste prendre un exemple d'un alumni de Corps Africa Sénégal qui s'appelle Bamba. Il est allé dans une communauté où la communauté utilise beaucoup le bois de chauffe pour cuisiner, pour la cuisson. Et en discussion avec la communauté, avec tous les problèmes la fumée qui apporte des problèmes de santé aux dames, et aussi le coupe de bois qui a complètement rasé la forêt.
Donc avec la communauté, il a facilité avec la communauté donc il a mis au point des fourneaux améliorés pour la cuisson et qu'il appelle aujourd'hui fourneaux améliorés Bamba. Donc c'est ça pour objectif donc de limiter ou bien de réduire donc la coupe de bois au niveau local et aussi prévenir les femmes donc de ces maladies liées donc à la fumée. Et donc ce sont ces activités. Et vous avez rappelé tout à l'heure aujourd'hui cette capacité de résilience qu'ont les communautés qui vivent depuis plusieurs années, voire depuis plusieurs siècles sur leur terre. Aujourd'hui, quel regard également portez-vous sur ces actions de résilience que mènent ces communautés pour faire face aujourd'hui aux effets du changement climatique auxquels leurs communautés sont confrontées? Eh bien, nous sommes enthousiastes sur cette idée, donc que les communautés aujourd'hui qu'ils comprennent, parce que je vais prendre ici mon exemple. Moi, je suis originaire de la Casamance. Je sais que dans les années 80 et 90, il y avait une pluie abondante en Casamance. Et je m'en rappelle, mais aujourd'hui, il y a une étude en Afrique de l'Ouest qui dit que il y a plus de 40% donc, de diminution donc, des précipitations donc, de pluie. Et ce sont des impacts donc, où les communautés ressentent cela et qu'ils vivent cela parce qu'ils comprennent, ils savent là où ils viennent et là où ils sont aujourd'hui. Il y a une très grande différence. Ils comprennent les enjeux et aujourd'hui ils prennent des initiatives donc, contre ce problème. Et tout à l'heure, Maguette, vous avez partagé votre expérience au Rwanda avec différents projets que vous avez eu à faciliter pour ces communautés. Mais qu'en est-il du suivi après votre départ? Qu'en est-il du suivi par les communautés en place? D'accord. Alors, avec Core Africa, on a un modèle assez spécifique qui est le Human Centered Design et le Asset Based Community Development. Ceci montre que les communautés vont être même leurs propres actrices pour un peu gérer le suivi de ces activités et de tous ces projets-là. On assure un impact durable. Comment? En impliquant les membres de la communauté du début jusqu'à la fin du processus. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de se baser sur les ressources communautaires. Parce qu'on se base sur les ressources communautaires pour pouvoir voir comment nous pouvons les ériger en projet, comment nous pouvons les développer. Et en impliquant la communauté, ceci va carrément assurer une durabilité. Parce que je ne suis pas un décideur, mais je suis plutôt un facilitateur. Donc je suis seulement chargé d'accompagner les communautés et les dire que moi, un jour ou l'autre, je vais quitter la communauté, mais quand même vous, si j'essaie de vous capaciter, j'essaie de vous permettre aujourd'hui d'être assez responsable et d'être assez outillé, vous allez être prête à vraiment gérer la durabilité de ces activités ou bien projets. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le suivi des projets ne pose pas problème parce que la communauté est assez outillée et assez responsabilisée pour pouvoir assurer un impact durable. Elle-même aujourd'hui ce suivi. Et vous avez donné tout à l'heure l'exemple aujourd'hui du nettoyage tous les premiers samedis du mois au Rwanda. Une fois rentré au Sénégal, avez-vous pensé aujourd'hui à reproduire le modèle, même à l'échelle aujourd'hui la plus petite? Avez-vous pensé à reproduire le modèle pour voir aujourd'hui est-ce que ça pourrait marcher, que ce soit au niveau village, au niveau quartier ou à une échelle en tout cas beaucoup plus petite? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas décideur, vous êtes facilitateur. Effectivement, d'ailleurs même c'est la raison pour laquelle avec le comité des alumni de la Fondation Massekat, on collabore beaucoup plus souvent avec Core Africa, surtout avec ceux qui sont chargés de la formation des volontaires, parce que ces volontaires-là aussi sont formés, assez outillés pour pouvoir partir sur le terrain. Et dans ce modèle de formation, il y a cet aspect de changement de mindset qui est mis en avant. Et durant tout le processus, on essaie de collaborer avec les chargés de formation de Core Africa pour voir comment nous pouvons mettre en place ces bonnes aptitudes ou bien ces bonnes pratiques en quelque sorte que nous pouvons prendre de ces pays-là pour le mettre en œuvre dans notre pays. Et ceci est déjà en phase puisqu'on l'a initié dans la formation de ces volontaires-là et aussi on les a transmis cette expérience et ces messages. Comme ça, on va essayer de le démarrer tout d'abord au niveau local, dans les communautés où nous sommes en train
d'intervenir en collaboration pour voir quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place. Mais comme vous le savez, le changement, on dit souvent qu'on le conçoit ensemble, on le construit ensemble et ensuite seulement on le consomme ensemble. C'est la raison pour laquelle c'est un processus et actuellement nous sommes à la base, nous sommes au début du processus et nous pensons qu'avec les petites initiatives locales que nous sommes en train de prendre, d'ici quelques temps, ceci va avancer à grands pas. Ces changements est une sorte de co-construction en quelque sorte. Et Abdou Koli, au sein de votre organisation, vous faites 1 an de volontariat au service d'une communauté donnée et dans cette communauté, vous y accompagnez des projets et programmes proposés par ces populations locales-là. Comment se passe aujourd'hui cette immersion des jeunes au sein de cette communauté qui, pour la plupart même, est une communauté qui était étrangère aux jeunes qui y est détachée? En effet, les jeunes, ils sont affectés dans des communautés qu'ils ne connaissaient pas. Donc, leur immersion, ce sera d'apprendre de cette communauté, d'apprendre donc de la culture, la langue même. Donc, d'apprendre de cette communauté et de savoir qu'ils sont là pour faciliter donc des initiatives communautaires. Leur immersion se passe à travers des activités que la communauté même propose. Donc des activités telles que le nettoyage, par exemple. Le volontaire peut arriver dans une communauté, je vais juste prendre cet exemple que vous avez donné tantôt, que vous parliez avec M. Ndiaye, arriver dans une communauté où il voit que la communauté, il y a beaucoup de déchets. Donc il initie donc peut-être par semaine des nettoiements ou bien par mois. Mais en amont aussi, ils peuvent aller au-delà de ça, parce qu'il y a des volontaires qui ont initié des projets communautaires et des projets à l'endroit donc de l'environnement sur les déchets, des projets où donc ils mettent en place ou bien ils mettent à la disposition des villages des poubelles. Je donne l'exemple au niveau de Betenti, dans la région de Fatick. Dans les îles du Sine Saloum. Dans les îles du Sine Saloum. Donc des volontaires ont facilité là-bas des projets de mise en place de poubelles donc, pour que la communauté puisse donc s'en servir. Et aussi des charrettes communautaires, déjà M. Ndiaye le disait tantôt, donc les ressources communautaires. Parce que dans les communautés, ce qu'on voit, par exemple, ce qu'ils utilisent sont les charrettes. Donc on met en valeur donc, ces ressources-là et qu'on puisse utiliser ces charrettes donc, pour acheminer donc, les ordures. Et vous avez donné tout à l'heure l'exemple de Bitenti et de la gestion des déchets. Je rappelle que Bitenti, c'est également une île. Aujourd'hui, après la collecte, comment se passe la gestion ou bien même l'acheminement de ces déchets-là aujourd'hui au sein, en tout cas pour la faire sortir de cette île, puisque Bitenti c'est une île? En effet, comme Bitenti c'est une île, déjà il y a une navette qui sort de l'île. À chaque fois, donc, les poubelles sont sorties de l'île donc, pour être amenées dans un dépôt. Et Abdou, tout à l'heure, vous avez parlé de la collecte et de la gestion des déchets sur l'île de Bitenti pour aujourd'hui collecter les déchets sur l'île, les acheminer par une pirogue en dehors de l'île. Mais avez-vous également pensé à la valorisation de ces déchets à travers le recyclage? Y a-t-il des projets et programmes prévus à cet effet? En effet, il y a des projets et programmes sur lesquels nous travaillons. Sur le recyclage donc, de ces déchets, surtout sur le plastique. Donc nous recyclons ça en briques, en pavés. Et donc beaucoup de volontaires ont travaillé sur cet aspect. Et il y a aussi l'autre aspect, donc ces plastiques aussi sont faits aussi, on utilise donc ces plastiques pour mélanger cela pour la fabrication aussi des bancs écologiques aussi, que beaucoup de volontaires travaillent là-dessus aussi parce que c'est toujours dans l'aspect climatique. Et nous travaillons en collaboration avec African Carbon Communities, qui est une organisation qui travaille sur le changement climatique et sur le carbone. Et ils appuient beaucoup nos volontaires dans cet aspect, dans ce sujet, pour qu'ils puissent être outillés quand ils iront dans les communautés, qu'ils puissent avoir donc cet aspect, un regard ouvert donc, sur le recyclage. Et dans ces projets de mise en valeur de leurs propres déchets, est-ce que ces communautés, en tout cas locales, sont intégrées aujourd'hui dans ce projet, surtout de la mise en valeur des déchets issus en tout cas de ces communautés? En effet, les communautés comprennent cet aspect de recyclage. Ils savent que c'est aussi bénéfique pour eux parce que ce qu'ils utilisent, s'ils peuvent recycler ça
à des fins donc, très bonnes pour la communauté. Donc ils comprennent et ils sont très bien, et ils accueillent très bien donc, ces initiatives. Et c'est eux-mêmes qui prennent ça en charge parce que comme M. Ndiaye l'a dit tantôt, donc, nous initions, donc, nous impliquons les communautés sur toutes les initiatives que nous travaillons au niveau communautaire. Et donc c'est eux qui prennent le lead, c'est à eux donc, de faciliter cela, c'est à eux donc, d'acheminer cela parce que le volontaire ne va pas rester dans la communauté et c'est à eux de recycler cela pour continuer donc, le processus. Et M. Ndiaye, quelles sont les différentes activités de résilience au changement climatique menées par les volontaires, en tout cas que vous avez eu à côtoyer au service des communautés? D'accord, déjà il y a l'exemple des lits de pépinière que j'ai donné, puisqu'il y a un reboisement massif que l'on voit aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est fait après ce reboisement? Il y a une déforestation massive, autant pour moi, mais qu'est-ce qui est fait après cette déforestation? Qu'est-ce qui est fait après la coupure des arbres? Donc pour le préparer, il va falloir préparer au moins des lits de pépinière, et ceci vient en appoint par rapport à cette question. Parmi les autres initiatives de résilience aussi, il y a l'exemple des fourneaux qu'il a donné tout à l'heure, des foyers améliorés que les volontaires sont en train de faciliter. Il y a aussi l'aspect du reboisement dans les mangroves. Parce que dans la plupart des communautés sénégalaises, elles sont souvent localisées dans des zones où il y a des mangroves. Et nous savons tous aujourd'hui ce que les mangroves apportent. L'apport des mangroves en termes peut-être même de reproduction de poissons, d'espace de reproduction de poissons, et leur contribution aussi sur le carbone et tout. Et aujourd'hui, les volontaires contribuent un peu à la valorisation de ces mangroves en faisant le reboisement aussi dans les mangroves. Il y a aussi d'autres initiatives de reboisement, beaucoup d'initiatives de reboisement, et je pense que l'exemple de Corafrica Green en est un éloquent témoignage. Et il y a aussi d'autres exemples de résilience. Il y en a beaucoup. Comment jugez-vous aujourd'hui la contribution de ces jeunes-là à la résilience aujourd'hui de ces communautés? Puisque dès le début, Coly l'avait rappelé, les communautés de nature sont résilientes puisque vivent avec ces questions sur leur terre et essaient de voir des solutions pour y faire face. Aujourd'hui, quel jugement faites-vous de l'accompagnement ou de la contribution de ces jeunes dans la résilience de ces communautés-là? D'accord. Les jeunes sont des facilitateurs. Donc, ils viennent dans les communautés avec un œil extérieur. Ils viennent dans les communautés avec un œil extérieur, ce qu'on dit en quelque sorte think out of the box. Ça va les permettre de voir d'une manière différente. Alors, quand on est d'habitude dans un seul endroit, on est tellement habitué à ce qu'on voit et on pense en un moment que c'est très normal. Et quand les jeunes viennent avec d'autres expériences, ils vont seulement essayer de partager avec les communautés. Donc, à travers déjà cette valeur de redevabilité qui les anime, ils vont essayer de faciliter et de voir comment ils peuvent faire pour trouver des solutions ensemble avec la communauté. Et c'est dans cette dynamique qu'ils essaient de mettre en place différentes actions. Donc, leur contribution est tellement importante qu'ils touchent beaucoup de domaines. Comme nous savons tous que les changements climatiques sont assez transversaux, donc les jeunes essayent de voir en fonction du besoin de la communauté, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter ou bien comment ils peuvent contribuer pour un peu essayer de développer des dynamiques et des moyens de résilience avec ces communautés. Et Abdou Coly, il y a Maguette Ndiaye qui a rappelé tout à l'heure le programme appelé Corafrica Green. Je rappelle que depuis quelques années aujourd'hui, de plus en plus également, votre organisation s'investit aujourd'hui dans ce domaine-là, la préservation de l'environnement. Qu'en est-il aujourd'hui de ce programme? Ce programme avance très bien et avec un très grand impact au niveau communautaire. Parce que je vais prendre l'exemple d'un volontaire qui a été au centre du pays. Quand on dit centre, on dit qu'il y a beaucoup de chaleur, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et les volontaires dans ces régions tendent à faire donc, des actions climatiques donc, pour au moins rendre un peu verdoyant donc, ces communautés. Et ce sont des initiatives que salue beaucoup la communauté parce qu'ils sont très bien impliqués dedans.
Un volontaire a planté l'année dernière, je pense, la cohorte 6, plus de 300 citronniers dans une communauté. Et ces citronniers sont des citronniers qui produisent très vite. Et aujourd'hui, c'est une ressource même pour la communauté. La communauté utilise ces citronniers donc, pour la vente et d'autres pour la consommation. Donc c'est un très grand impact, un fort impact donc, pour le programme. Donc cela a permis également de développer des activités génératrices de revenus en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Cela a permis de générer des activités génératrices de revenus comme vous l'avez dit, pour les femmes, pour la communauté. Et cela, c'est la même chose dans une autre communauté. Je vais prendre une communauté d'un volontaire aussi au niveau du Saloum. Un volontaire a facilité donc, la mise en place d'une pépinière. Une pépinière d'arbres fromagers et d'arbres fruitiers. Donc, où après, donc, cette pépinière, après, donc, ils ont fait un reboisement et à travers un projet qu'on a nommé donc un foyer, 2 arbres fruitiers. Et les fromagers ont été reboisés au niveau des écoles et institutions. Et cela a polarisé toute la commune. Dans le village où le volontaire était, il a fait faciliter donc, cette pépinière que les femmes ont produit donc, à toute la commune, les villages environnants et même au niveau de la mairie, il y avait des reboisements. Et vous avez donné différents exemples aujourd'hui, mais comment est-ce que le volontariat plutôt contribue aujourd'hui davantage à la préservation de l'environnement? En effet, le volontariat apporte un très grand impact dans l'environnement, surtout dans les changements climatiques, parce que ça apporte un œil nouveau, comme il l'a dit, comme M. Ndiaye l'a dit tantôt. Donc les volontaires viennent avec une expérience, ils viennent pour apprendre dans les communautés, mais ils viennent avec une autre expérience. Maguette, en venant du Rwanda, il est venu avec une autre expérience donc, du Rwanda pour partager avec ses compatriotes sénégalais sur comment est-ce que ça se passe de l'autre côté. Et maintenant, il nous ouvre les yeux à savoir peut-être un problème qu'on avait ici, qu'on a tant cherché la solution, que lui, il a trouvé la solution dans un autre pays ou bien dans une autre région, même au Sénégal, partagé avec les communautés. Et donc, ça facilite, donc ça booste un peu donc, ces initiatives et donc ça apporte un très grand impact. Dupliquer aujourd'hui les bonnes pratiques et solutions qui ont marché dans telle communauté, essayer de voir comment les dupliquer aujourd'hui dans d'autres communautés. Et Maguette, comment faire du volontariat des jeunes un moyen efficace aujourd'hui de construction d'une génération éco-citoyenne? C'est tout d'abord l'intégration du volontariat dans les programmes et politiques nationales du Sénégal, parce que je pense que si on essaie d'intégrer par exemple le volontariat dans le PAP 3 qui est à jour aujourd'hui, si on essaie de les intégrer et peut-être de dégager un budget qui est carrément dédié au volontariat, ceci va permettre de prendre en compte, de mieux prendre en compte tous les acquis et de faire profiter de la nation de tous ces avantages que le volontariat dégage. Aujourd'hui, cette intégration dans les politiques nationales est une des solutions. Il y a un grand pas qui a été fait parce qu'au début, il n'y avait pas de loi sur le volontariat et toutes les organisations de volontariat ont lutté pour cela. Et aujourd'hui, il y a une loi qui est dédiée pour le volontariat. C'est déjà un acquis. Et l'autre étape, ce serait maintenant de voir comment nous pouvons intégrer ce volontariat-là dans les programmes et politiques nationales. Comment y arriver? Comment convaincre aujourd'hui ces décideurs publics, ces gouvernements aujourd'hui à intégrer le volontariat dans leur politique publique? D'autant plus que déjà dans un pays comme le Sénégal, il existe une loi sur le volontariat. Je pense qu'on est dans le processus parce que récemment, il y avait un atelier consultatif sur cela, sur cette question. Et il y avait beaucoup d'organisations de jeunesse qui se sont rencontrées, beaucoup d'organisations qui sont actives dans le volontariat, qui s'étaient rencontrées pour échanger sur cette question-là. Et déjà, je pense que ceci est déjà une étape. Maintenant, comment faire? C'est essayer de formuler des recommandations et assurer un suivi de ces recommandations-là. Parce qu'à notre niveau, ce que nous pouvons faire, c'est porter le plaidoyer et on espère qu'avec la plaidoirie qu'on va porter, ceci va faire entendre la voix de toutes ces organisations qui sont actives dans le volontariat et peut-être si ces questions-là sont prises en compte dans ces plans et programmes nationaux, ceci va donner beaucoup plus
de considération, beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de soutien à cet aspect du volontariat. Et quand le volontariat est assez soutenu, je pense que nous tous, nous pourrons voir les résultats assez positifs de ce que cela va engendrer. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes différentes organisations qui évoluent dans ce domaine qui est le volontariat. Aujourd'hui, comment mettre ensemble, ou bien comment travailler en tout cas, sur des projets et programmes qui vont permettre d'impacter davantage, toujours dans le cadre de ce volontariat? D'accord. Nous avons tous peut-être des noms assez différents et peut-être même quelquefois des objectifs spécifiques assez différents, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous regroupe, c'est le fait de vouloir servir. Et quand on veut servir, on essaie de servir sans pour autant rien attendre en retour. Et ceci montre que on peut-être des organisations à des niveaux assez différents. Il y a des organisations nationales, internationales, mais nous tous, nous avons le même objectif global, qui est d'essayer de voir comment impacter nos communautés. Et dans cette dynamique d'impact-là, chacun aura un rôle à jouer. Parce que c'est la raison pour laquelle même on parle de ces objectifs spécifiques-là. Au moment où nous avons tous chaque rôle à jouer, chacun essaie d'amener sa part pour construire un peu l'édifice. Alors, on va juste essayer d'adopter la démarche du colibri et essayer de voir comment chacun peut apporter une chose par rapport à cette construction d'édifice. Je rappelle que le colibri, c'est un petit oiseau qui, à l'occasion d'un feu de brousse, a avec son petit bec pris de l'eau et essayé d'éteindre, une façon pour cet oiseau de jouer sa partition par rapport aujourd'hui à ce feu de brousse-là qui était en train de se produire. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Maguette Ndiaye. Vous êtes coordinateur du comité des alumni de Mastercard Foundation. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci également à votre co-débatteur, M. Abdou Koli. Vous êtes coordonnateur de programme à Corps Africa Sénégal, également point focal de la LCOI, qui est la conférence également des jeunes, conférence locale des jeunes sur le climat. Merci également, un plaisir aussi d'avoir partagé le plateau avec vous. Merci beaucoup à vous et un plaisir aussi partagé. Plaisir tout aussi partagé. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.